La discussion de ce soir, voilà, donc l'enregistrement a commencé. Pensez à mettre OK si on vous demande de mettre OK pour pas bloquer l'enregistrement. Euh, et donc, oui, que je précise que, comme le titre l'indique, ce soir, on est dans une logique de discussion autour des alternatives aux fermes-usines. Donc, ça veut bien dire qu'on n'est pas sur la suppression de l'élevage. C'est un autre débat. C'est un débat qui peut tout à fait être légitime. Mais c'est vraiment important de dissocier deux aspects qui sont tout à fait distincts. L'un qui est la question, est-ce qu'on mange des animaux, est-ce qu'on mange des produits issus des animaux, sachant que l'élevage qui permet ça peut poser des problèmes importants. C'est un débat tout à fait légitime, tout à fait important. Le végétarisme, le véganisme sont des choix individuels, voire collectifs, tout à fait défendables, tout à fait admirables même sur le plan philosophique, éthique. Mais ça n'est pas le même débat que la question de l'élevage, parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut très bien élever des animaux sans les tuer, on peut très bien élever des animaux pour des raisons non commerciales, et on peut très bien, et notamment il y a des sociétés où sans animaux, la vie n'est pas possible. Pensez aux paysans des Andes, de l'Himalaya. Vous n'allez pas aller porter les charges qu'ils ont à porter pour leur vie de tous les jours et on ne pourra pas installer de voiture chez eux. Donc, il faut bien comprendre que les deux questions sont distinctes et vous allez le voir dans ma présentation. Quand je souligne l'intérêt de certains types d'élevage, je ne préjuge pas de la question du végétarisme ou du véganisme, qui sont tout à fait légitimes et tout à fait intéressantes et importantes. C'est simplement deux questions distinctes qui peuvent s'enchaîner, bien sûr, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc, d'où le débat de ce soir, la discussion de ce soir. Donc, je vais parler pendant une demi-heure et ensuite on pourra discuter pendant une demi-heure. Je vais d'abord vous présenter les problèmes soulevés par l'élevage industriel, par les fermes-usines. Les notions sont un peu floues, je vais vous préciser ça. Ensuite, je vais vous expliquer en quoi d'autres formes d'élevage sont possibles et pourquoi, justement, si on laisse de côté la question de ce qu'on fait ensuite des animaux, l'élevage d'animaux est important, voire indispensable, mais pas n'importe comment, bien sûr. Et ensuite, la question qu'on pourra largement développer ensuite dans le débat, de savoir comment est-ce qu'on fait pour que ça bouge. Parce qu'évidemment, c'est une question importante. Alors, je pense que certaines d'entre vous ont dû participer aux mobilisations que nous avions lancées ces dernières semaines contre le décret pour augmenter les seuils d'agrandissement des fermes-usines sans évaluation environnementale ou contre la ferme des 3000 bovins en Limousin. Donc, merci pour ceux et celles qui ont participé à ces mobilisations. Mais à la fin du webinaire, on essaiera de voir peut-être s'il y a d'autres choses à faire. En tout cas, on vous proposera certainement d'autres choses par la suite. Alors, je vais ouvrir le partage d'écran. Si j'arrive à le faire fonctionner, c'est toujours un moment où on se pose des questions. Si ça va marcher. C'est bon, tout le monde voit mon écran. Euh, Sinon, vous hurlez si vous ne le voyez pas. Par contre, c'était pas cette diapo-là que je voulais mettre, c'était d'abord celle-là. Donc, quand on parle des fermes-usines ou de l'élevage industriel, c'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle exactement. Parce que c'est pas des notions qui sont définies officiellement. L'agriculture biologique a une définition internationale au sein des Nations Unies. Il y a une définition réglementaire en Europe. Les fermes-usines, par contre, c'est un terme un peu flou. En fait, ce dont je vais parler ce soir, c'est notamment c'est d'un modèle d'élevage global, d'une approche globale de l'élevage qui a été développée depuis quelques décennies, en fait depuis le 19e siècle en partie, et puis parfois plus spécifiquement de ce qu'on va appeler exactement une ferme-usine, qui est comment dire, l'extrême de ce modèle. Techniquement, il y a une définition des fermes-usines, mais j'y viendrai après. Je vais d'abord juste vous montrer un peu ce dont on va parler globalement. Évidemment, ferme-usine, élevage industriel, vous pouvez penser à ce genre de choses. Et vous avez raison, c'est un des exemples typiques des fermes volaillères, enfin des usines à volailles. Il y a la même chose avec les porcs, hein. Vous avez tous en tête ce genre d'élevage hors sol. Ce genre d'élevage hors sol, c'est vraiment un système euh, euh, enfin, ça concerne ce qu'on va appeler les monogastriques. C'est-à-dire que porc, volaille, c'est des animaux qui vont manger des céréales, notamment des protéagineux, des grains, enfin, pour schématiser, même s'ils peuvent manger largement autre chose, et notamment des déchets végétaux.
Et c'est des animaux qui sont en conflit en fait avec l'humain, puisqu'ils mangent la même chose que les humains. C'est assez connu. Mais il y a un autre type d'animaux qui est largement concerné aussi par le problème de l'élevage industriel et auquel on ne pense pas forcément en France, où on a tendance à minimiser la gravité en France, c'est l'élevage bovin. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est pas en France, évidemment, mais en fait, on a en France des choses qui sont pas si éloignées que ça de ce type d'élevage. Parce que l'élevage laitier, par exemple, moi je suis en Bretagne, ben, l'élevage laitier en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, premier département laitier de France, il est en fait pas si loin que ça, pas si loin que ça de ça, dans la mesure où c'est de l'herbe qu'on a dehors, c'est pas de la terre battue comme ici. Mais pour autant, les vaches ne se nourrissent quasiment pas d'herbe. En réalité, les vaches vont se nourrir essentiellement de maïs cultivé dans des conditions lamentables en termes d'engrais azotés, de pesticides et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, complété par du soja importé du Brésil dans des conditions que vous imaginez, notamment souvent OGM. Et donc, en fait, le fait qu'elles sortent à l'herbe, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et puis, si on prend l'élevage à viande, qu'on appelle l'élevage allaitant, alors je vous précise bien, hein, l'élevage laitier, c'est les vaches dont le lait va à l'alimentation humaine. L'élevage allaitant, c'est ce qu'on va appeler communément l'élevage pour la viande, puisque c'est les élevages dont les vaches allaitent les animaux. Et donc, les petits, en fait, les veaux. Et dans l'élevage allaitant, les veaux vont rester jusqu'à 8 10 mois sur la ferme. Donc là, effectivement, ils vont boire le lait des mères, ils vont manger un peu d'herbe. Et ensuite, puis ils mangent aussi autre chose, hein. Et ensuite, ils vont être mis à l'engraissement pendant une durée plus ou moins longue selon les types de viande qu'on veut avoir et selon les systèmes industriels. Et en fait, l'engraissement de ces veaux, enfin de ces jeunes bovins, ces broutards, ça va être dans des conditions atroces. Ça va être des fermes-usines exactement, enfin pas complètement exactement, mais qui ressemblent à celles des porcs et des volailles. C'est en bâtiment, c'est bourré de concentré, etc. Et donc, bien sûr, les vaches allaitantes françaises qu'on peut trouver dans le Massif central, en Bourgogne, en Limousin. Elles sont à l'herbe, mais ce système ne fonctionne économiquement que parce que les veaux qui en sont issus vont être ensuite engraissés industriellement. Donc on est aussi dans un système industriel en fait. Et puis il y a un autre aspect de ce système d'élevage industriel globalement qu'il ne faut pas oublier, c'est pas seulement les conditions d'élevage qui sont abominables, mais c'est aussi les conditions de transport. Il y a eu d'ailleurs récemment une directive européenne qui voulait limiter la durée de transport, etc. Malheureusement, elle a été largement vidée de son contenu. Et donc, on a malheureusement des conditions qui restent assez abominables. Alors, je vais juste couper un moment le diaporama. Voilà. Euh, le, En fait, je coupe parce que j'ai besoin de surveiller que ma connexion déconne pas, parce que comme j'ai pas de retour et que j'ai une connexion qui tout à l'heure a coupé un instant, je préfère ne pas avoir d'ennui. Et donc je surveille. Euh, Cet élevage, ce système d'élevage globalement industriel, il faut voir qu'il est issu notamment du 19e siècle. C'est-à-dire que le moment clé, même si on peut faire remonter à beaucoup plus loin, on peut faire remonter en fait à la Grèce antique, hein, le fait d'avoir des choix euh, de, de, de mode de culture, de mode d'élevage, des choix agricoles, ceux qui sont basés sur ce qu'on appelle l'approche réductionniste, qui est l'approche typiquement d'Aristote, et qui a conduit dans sa caricature en Europe et en France à fonctionner selon un modèle action-réaction. Un problème, une solution. On découpe un problème en petits morceaux et on imagine qu'il suffit de juxtaposer les morceaux pour avoir les solutions. Ce qui évidemment dans la réalité ne fonctionne pas. Et en agriculture, on continue à raisonner comme ça, dans l'agriculture dite conventionnelle. Et donc, ça remonte à très loin, cette façon de penser. Mais en particulier au 19e, il y a eu deux mouvements convergents, et c'est assez intéressant. C'est qu'on a eu à la fois des gens de gauche et des gens de droite, pour schématiser, qui ont voulu la même chose, qui ont voulu une industrialisation de l'agriculture. Pourquoi? Parce que d'un côté, les personnes qui étaient plus dans une vision, on va dire, vertueuse de gauche, qui était de dire, il y avait tout un mythe ouvrier, etc. Et on voulait que le monde paysan suive la même évolution vers une massification, avec l'idée que la massification allait permettre une sécurisation alimentaire, allait permettre de libérer les travailleurs de la charge de travail. Bon, c'est bien
Ceux qui ont lu Le droit à la paresse de Lafargue savent que dès l'époque, certains avaient noté que la machine ne libérait pas du tout les travailleurs, en fait, mais permettait juste d'augmenter les profits des possédants. Et en fait, en agriculture, on a eu aussi ce mythe de la machine qui va libérer. Et de fait, hein, il y a eu des améliorations des conditions de travail en agriculture qui étaient absolument cruciales, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Euh, et puis, surtout, il y avait la volonté de massifier, de standardiser pour massifier, et donc d'avoir une logique industrielle. Et c'est à ce moment-là que la motorisation est arrivée, a été vraiment le virage pour avoir une production de masse standardisée, industrialisée. Et en face de ça, enfin à côté de ça, on avait d'autres personnes qui poussaient dans le même sens pour des raisons beaucoup moins vertueuses, qui étaient tout simplement bah, la logique capitaliste, hein. Il faut appeler les choses comme elles sont. C'est objectif, c'est une réalité économique, c'est-à-dire une logique de concentration des moyens de production dans les mains d'un nombre de plus en plus petit de personnes. Et en agriculture, c'est flagrant. Comment le nombre d'agriculteurs a chuté en un siècle et demi, et en particulier depuis 40 ans. Euh, et cette logique de concentration, c'est vraiment une logique d'accumulation du capital avec des coûts de production, enfin des coûts capitalistiques de plus en plus élevés. Aujourd'hui, les fermes coûtent une fortune à reprendre. Et par contre, le revenu des agriculteurs, des gens qui exécutent, devient extrêmement faible, en fait. Et en élevage, c'est particulièrement flagrant. Il y a eu au 19e siècle une sélection des animaux, des vaches en particulier, où on a distingué des races à viande et des races à lait, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Avant le 19e siècle, il n'existait pas de race spécialisée en viande. Il n'existait pas de race spécialisée en lait. On a sélectionné à ce moment-là la spécialisation des productions. Et puis, il y a, dans les conditions d'élevage, notamment des élevages hors sol, le genre d'élevage que je montrais tout à l'heure, non seulement c'est abominable pour les animaux, mais c'est aussi abominable pour les humains, en fait, hein. Les éleveurs, entre guillemets, qui ne sont plus des éleveurs, sont deviennent des salariés de l'agro-industrie. Ils doivent acheter les poussins, ils doivent acheter les porcelets à leur entreprise. Ils doivent ensuite vendre obligatoirement les produits à l'entreprise, acheter les aliments, etc. Enfin, ils n'ont plus aucune liberté, plus aucune souplesse. Ils sont vraiment des exécutants et qui sont jetés quand les prix baissent, quoi. Et donc c'est des conditions qui sont catastrophiques pour tout le monde, mais évidemment abominables pour les animaux. Et puis, il y a des conditions terribles sur l'environnement. Si je prends la Bretagne, comme je suis breton, c'est tentant, et puis c'est un exemple quand même flagrant, puisque la moitié des élevages industriels français sont en Bretagne. Euh, on a besoin de faire venir du Brésil une quantité de soja qui est cultivée sur une surface qui est équivalente à la surface de la Bretagne. Ça veut dire que pour nourrir les animaux qu'on a en Bretagne, on a besoin de deux fois la surface de la Bretagne. Une fois, c'est la Bretagne réelle, et une autre fois, c'est la même surface au Brésil. Vous imaginez bien que si vous avez, pour nourrir ces animaux, des quantités de protéines, puisque le soja, c'est pour les protéines, quantités de protéines entrantes qui sont le double de ce que la Bretagne peut naturellement absorber. Bah, évidemment, vous avez dans les déjections animales un excès de protéines, donc de nitrates, qui est mécanique. C'est de la thermodynamique, c'est des mathématiques. C'est pas discutable. Tant qu'on a ce modèle-là, on aura forcément des excès de nitrates dans les eaux, on aura forcément des algues vertes, et bon, ceux qui connaissent un petit peu les algues vertes savent à quel point la situation est catastrophique. Et une pollution de l'eau en général, parce que l'eau en Bretagne, on a beaucoup de mal à avoir de l'eau potable au robinet, hein, à être en dessous des seuils au niveau nitrate, hein. Euh, et puis, ce système d'élevage, il a aussi des conséquences sur la pollution de l'air, dont on parle très peu. C'est que les élevages de porcs et de volailles qui vont produire du lisier, surtout les porcs, parce que les volailles en général, c'est pas exactement sous la même forme, mais quand même, et les vaches laitières, mais surtout, on va dire les porcs et les vaches laitières, font du lisier très liquide qui était pendu notamment au printemps et à l'automne, mais surtout au printemps, quand il faut vider les cuves. Il se trouve que ce sont des produits, c'est de l'engrais azoté, en fait, minéral, hein. Ça a beau venir des animaux, c'est minéral. C'est pas du tout organique comme le fumier ou le compost. Euh, Ce sont des produits qui dégagent de l'ammoniac au moment de l'épandage et dans les heures qui suivent. Et cet ammoniac, il se combine aux oxydes d'azote des voitures pour former ce qu'on appelle des nitrates d'ammonium. Figurez-vous que les nitrates d'ammonium sont quasiment les seuls, enfin en tout cas les principales particules en cause dans les pics de pollution aux particules fines depuis 10 ans en France. Il y a quelques exceptions, c'est quand on a du sable du Sahara. Là, effectivement, on a des pollutions en particules fines qui ne viennent pas de nitrate d'ammonium.
Sinon, tous les autres cas, c'est des nitrates d'ammonium, qui viennent certes des voitures, mais aussi de l'élevage industriel. Il n'y aurait pas de nitrate d'ammonium s'il n'y avait que les voitures. Bien sûr, il n'y aurait pas de nitrate d'ammonium s'il n'y avait pas de voitures non plus. D'accord. La responsabilité est partagée. Donc il y a vraiment énormément de problèmes liés à ce type d'élevage. Je pourrais balayer beaucoup de choses, mais ça viendra peut-être éventuellement dans les discussions. Et puis évidemment, bon, outre les pollutions, il y a tout ce qui est nuisance, hein. Pour les riverains, quand vous avez des élevages énormes comme ça, vous avez des nuisances, des balais de camions pour amener les aliments, pour emmener les déjections, etc. Emmener les animaux, bien sûr. Et puis vous avez le bruit, l'odeur, vous avez la pression sur la ressource, hein, ressource en eau, notamment pour abreuver les animaux, etc. Donc et dans le cas des élevages de porcs et de volailles, il faut aussi rajouter le fait que ce sont des bombes sanitaires à retardement. C'est des bouillons de culture. C'est dans l'élevage de porcs et de volailles qu'on va avoir des recombinaisons bactériennes, d'une part, avec des bactéries résistantes aux antibiotiques, et qu'on va avoir des recombinaisons virales, surtout par les bactériennes, c'est plutôt des, au niveau des bactéries, c'est plutôt des apparitions de résistance par les mécanismes d'élimination, etc. Et pour les virus, on va avoir des recombinaisons de virus qui sont notamment la cause d'apparition d'énormément de maladies euh, très dangereuses. Et c'est ce genre de choses, hein. Le Covid, on est à peu près certain, même si l'hypothèse du labo a existé pendant un moment, maintenant elle est à peu près écartée. On est à peu près certain, et de toute façon, si ce n'était pas le cas, on sait que ça arrivera et on savait que ça arriverait, donc il n'y a pas de surprise. Euh, que ça vient de recombinaisons virales dans des élevages industriels, probablement les élevages de chiens vivriens qui étaient dans la région de Chine où c'est apparu. Et qui sont vraiment exactement comme les porcs et les volailles en Bretagne, hein. C'est absolument catastrophique. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, quand même, je vais reprendre, pardon, je vais reprendre, rouvrir le partage d'écran, hop, en espérant que tout marche comme je veux. Vous voyez bien toujours mon diaporama. Donc, je redescends. Juste pour vous préciser, quand on parle des fermes-usines, en général, on va utiliser les seuils au-delà desquels il est obligé de faire une étude environnementale pour agrandir les ateliers. On parle bien d'ateliers, hein, c'est plus des fermes. C'est donc 40 000 volailles, 2 000 porcs, 450 truies ou 400 vaches. Voilà, pour avoir un peu un seuil de ce qu'on va appeler ferme-usine. Mais même quand on est en dessous, on peut être dans un système industriel. Et ah oui, dernier élément rapidement quand même des conséquences de cet élevage, c'est que quand vous aviez par exemple des paysages de bocage ici en Ille-et-Vilaine, dans une commune d'Ille-et-Vilaine en 1950, eh bien vous avez avec ce développement de ce type d'élevage une évolution qui a été vers la suppression des haies. Alors on a encore des petites parcelles pas énormes, plus grandes qu'avant, mais pas énormes, mais il n'y a plus de haies quasiment. Vous avez si vous regardez la comparaison entre les deux, au lieu d'avoir un maillage de haies magnifique, vous avez pratiquement plus de haies. Et ça, c'est catastrophique aussi pour le cycle de l'eau parce que les arbres, les haies, permettent à l'eau de s'infiltrer, ça bloque l'écoulement, etc. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Mais maintenant, quand on a dit tout ça, ça pose quand même la question, est-ce qu'on a des alternatives? Je vais passer. Bah oui, il y a une alternative, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que euh, il faut bien comprendre, enfin, il faut savoir déjà que en Europe, un des milieux naturels indispensables, c'est les prairies. Il ne faut pas imaginer que l'Europe, ça a été à une époque des forêts partout, hein. Ça n'a jamais été des forêts partout. Au contraire, même, il y a eu l'essentiel de l'histoire de l'Europe depuis quelques centaines de milliers d'années. Ça a été surtout des périodes où il y avait quasiment que des prairies et même pas de forêt dans les périodes interglaciaires. Période glaciaire, il y avait carrément plus rien quasiment, mais et on avait des grandes prairies, des grandes steppes et quasiment pas de forêt. Et même quand après la fin de la dernière période glaciaire, on a eu bien sûr donc des forêts, mais toujours des prairies. Et ces prairies étaient en fait entretenues, parce qu'une prairie, si on fait rien, si elle n'est pas pâturée, elle disparaît. Elles étaient entretenues parce qu'il y avait des grands troupeaux d'herbivores sauvages migrateurs. Mais ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. C'était des animaux qui n'existent plus, qui ont été exterminés par nos ancêtres. C'était des mégacéros. Les mégacéros, c'était plus gros que les orignaux d'Amérique du Nord, qui sont eux-mêmes beaucoup plus gros que les cerfs qu'on a ici. Vous imaginez, vous voyez déjà un cerf, c'est un bel animal. L'orignal, c'est le cran au-dessus. Et le mégacéros, c'était encore un cran au-dessus. Il y avait des bisons, il y avait des mammouths, il y avait des troupeaux de chevaux également, des bœufs musqués, etc. Tout ça, ça a disparu. Et donc, aujourd'hui, la seule façon d'avoir des prairies, c'est d'avoir des animaux d'élevage. Il y a pas d'alternative, parce que de toute façon, on ne peut plus avoir des troupeaux migrateurs, puisqu'il y a des routes, des villes partout, etc. Alors, vous pourriez me dire,
Et après tout, si ça devenait des forêts, est-ce que ça serait grave? Bah oui, parce que les prairies sont les points chauds de biodiversité en Europe. Il n'y a aucun milieu en Europe où il y a autant de biodiversité que dans une prairie. Alors, pas en Amazonie, hein, attention, mélangeons pas tout. En Amazonie, il faut absolument garder la forêt. En Europe, c'est dans les prairies qu'on a le plus de biodiversité. Il faut des mosaïques, il faut des prairies et des forêts, et des, je sais pas moi, des maquis, etc. Enfin, il faut plein de milieux différents, il faut des mosaïques de milieux, mais il faut des prairies. Et notamment, les contacts prairie-forêt sont l'endroit le plus riche, en fait. Et par ailleurs, les prairies permettent, comme les arbres dont je vous parlais tout à l'heure, comme les haies en tout cas dont je vous parlais tout à l'heure, et la combinaison des prairies et des haies, ça fait un paysage de bocage. Les prairies permettent l'infiltration de l'eau, permettent d'avoir une structure de sol extraordinaire avec des systèmes racinaires complexes, avec des racines qui se dégradent, qui vont permettre l'infiltration de l'eau, la pénétration de l'air, etc. Ce qui est quasiment impossible avec des cultures, des systèmes de culture spécialisés. Avec des cultures très complexes, on peut y arriver, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple quand on peut introduire des prairies. Et donc, les prairies sont très importantes pour l'ensemble du cycle de l'eau également, pour la qualité des sols et pour stocker du carbone dans le sol. Et là, j'en arrive à un point dans les problèmes de l'élevage que je n'ai pas évoqué. On parle toujours du problème du dérèglement climatique. Attention, quand on parle de la conséquence de l'élevage sur le dérèglement climatique, on parle bien du méthane émis par les ruminants euh, dû à l'activité humaine. Le dérèglement climatique, c'est bien en quoi l'activité humaine transforme ce qui se passait autrefois au niveau naturel, dans un état d'équilibre sans l'activité humaine. Or, l'état d'équilibre de l'Europe sans l'activité humaine, c'était pas une Europe sans animaux, c'était une Europe avec des grands troupeaux d'herbivores sauvages qui entretenaient les prairies. Et donc, si vous avez uniquement des animaux à l'herbe qui vont entretenir des prairies avec une densité proche de celle qu'il y avait à l'état naturel, vous n'émettez pas plus de méthane que ce qu'il y avait avant l'arrivée des humains en Europe. Donc, en termes de contribution à l'effet de serre, on est en fait, en termes de delta, comme on dit, de différentiel, on est à zéro. Alors, on ne va pas être tout à fait à zéro, parce qu'en fait, on va avoir un peu plus d'animaux. Pour que ce soit économiquement viable aujourd'hui, on n'est pas à une vache par hectare, on est plutôt à une et demie, 1,3, enfin bon, bref, selon les systèmes. Et donc, ça émet un peu plus de gaz à effet de serre que l'état naturel. C'est en partie compensé par le stockage de carbone dans les prairies, mais d'accord, il y a une toute petite contribution, mais elle devient extrêmement faible. En fait, le problème de la contribution de l'élevage à l'effet de serre, c'est l'élevage industriel. C'est pas l'élevage à l'herbe. Si on remplace l'élevage industriel par un élevage à l'herbe, il n'y a plus ce problème, quasiment plus. Mais évidemment, on va avoir beaucoup moins d'animaux. La logique ne doit pas être de dire comment est-ce qu'on produit autant de viande, autant de lait, autant de et puis en bio ou en herbager ou ah oui mais on sait pas faire. Ben non, on va pas produire autant, c'est pas possible. On a les mêmes surfaces, on les remet en herbe ou on les sauvegarde en herbe, on met les animaux qui peuvent se nourrir dessus, donc beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc on produira beaucoup moins de viande, beaucoup moins de lait. Mais on aura autant d'éleveurs. Ça c'est un truc très important à comprendre. Si on remplace l'élevage industriel par un élevage à l'herbe, ou par un élevage pour les porcs et les volailles, un élevage non pas à l'herbe, mais un élevage qui va utiliser les sous-produits de culture et non pas concurrencer les cultures humaines, euh, eh bien à ce moment-là, certes, on a beaucoup moins de production, mais on peut assurer un revenu pour autant d'éleveurs. L'alternative, c'est pas réduire le nombre d'éleveurs, c'est réduire le nombre d'animaux. Faut pas mélanger les deux. C'est là le grand malentendu ou la manipulation de certains qui essayent de caricaturer le discours des écologistes. La transition agroécologique, c'est bien réduire le nombre d'animaux, c'est pas réduire le nombre d'éleveurs. Et en fait, ça fonctionne. Si on prend l'exemple de la ferme des 3000 bovins en Limousin, on a euh, actuellement en Limousin, on a en fait un système, je vous disais, d'élevage à l'étang qu'on appelle naisseur. C'est-à-dire que les éleveurs élèvent des mères, des vaches, qui vont ensuite, font des veaux, et les veaux vont ensuite être engraissés en Italie notamment, un peu en Espagne, en Pologne, etc. Mais bon, c'est surtout en Italie. Et ce que propose la ferme des 3000 bovins, c'est de dire, au lieu de les envoyer se faire engraisser dans des usines en Italie, on va les engraisser dans une usine en Limousin, sur place. Mais bon, à part qu'on n'a pas tout à fait on n'a pas le transport des jeunes bovins vers l'Italie à un moment donné, sinon ça change rien. De toute façon, à l'arrivée, la viande, elle sera transportée aussi, puisque leur but, c'est d'exporter hein, la viande. Donc, d'exporter de la viande à bas prix. Donc, de toute façon, il y aura du transport à un moment.
Donc c'est quoi le bénéfice? C'est zéro. L'alternative, c'est pas ça. L'alternative, c'est de dire les éleveurs en Limousin, ils pourraient très bien engraisser des jeunes sur leur ferme, à l'herbe. Alors, quand je dis à l'herbe, c'est pas à 100% herbe, hein. On peut avoir 10-20% d'alimentation complémentaire. Ça fonctionne. Dans un système, c'est équilibré. C'est pas aberrant écologiquement. Mais enfin, essentiellement à l'herbe. Mais s'ils font ça, s'ils gardent des animaux pour les engraisser sur leur ferme, bah, ils peuvent nourrir moins de vaches, puisque ce qu'ils donnent aux animaux, ils ne le donnent pas aux vaches. Ce qu'ils donnent aux jeunes, je veux dire, ils vont pas le donner aux vaches, aux mères. Donc, il faut réduire le nombre de mères. Mais ça, c'est faisable. Techniquement, c'est tout à fait faisable de dire on va engraisser sur place et on va réduire le nombre de vaches. Alors, on produira moins de viande. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On en mange trop, de toute façon. Et puis, il y a des gens qui veulent pas en manger du tout et ça se défend aussi. Donc voilà, voilà comment on peut transformer le système. Et pour les élevages, notamment de porcs et de volailles, ça serait très intéressant de les arrêter en Bretagne et d'en installer en petits ateliers, attention, pas des gros ateliers comme aujourd'hui, en petits ateliers où ils sortent dehors, etc., dans les régions céréalières, où à ce moment-là, ils pourraient apporter du fumier et du compost aux cultures, évitant ainsi de recourir à l'engrais azoté, qui est une catastrophe pour l'effet de serre, bien pire que, enfin, aussi grave que l'élevage. Hein. En agriculture, la contribution principale à l'effet de serre, c'est pas l'élevage, c'est l'azote qui produit du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2 et 10 fois plus que le méthane. Et qui vient de Russie, en plus, enfin, qui est fabriqué à partir de gaz russe, donc qui crée une dépendance. Donc si on déconcentre l'élevage de Bretagne vers les régions de grande culture pour remettre des prairies avec des vaches, des moutons, des chèvres, pour utiliser les sous-produits des cultures pour les porcs et les volailles, en petits ateliers. Bah en fait, là, on a un système qui est agronomiquement très cohérent. Beaucoup moins d'animaux en Bretagne et on en remet dans les régions qui en manquent. Et comme ça, on permet de fertiliser les sols dans les régions qui en manquent. Et c'est un système qui vraiment peut fonctionner. Agronomiquement, on sait faire. On sait tout à fait faire. Le plus compliqué dans l'élevage de porcs et de volailles, c'est d'arriver à indemniser les éleveurs hors sol actuels parce qu'ils n'ont pas de terre. Donc, si on veut faire déménager leur élevage vers la Picardie ou vers l'Île-de-France, etc., bon, bah, évidemment, ça s'appelle un plan de reconversion industrielle. Donc, ça demande des moyens. Mais on sait faire aussi, hein. Il y a des systèmes pour accompagner ça. Donc voilà en gros, en schématisant, parce que forcément je suis obligé d'aller un peu vite, ce qu'on peut arriver à faire en termes d'alternatives, à imaginer en termes d'alternatives à l'élevage industriel. Et franchement, techniquement, il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui le font, hein. En Bretagne, par exemple, on arrive même économiquement à ce que ce soit viable dans le système actuel, malgré le fait que le système n'est pas du tout fait pour encourager ça. Ça peut être viable pour l'élevage laitier, par exemple, parce que des éleveurs laitiers qui vont passer en système herbagé, et mieux encore en système bio, vont certes produire beaucoup moins de lait, mais alors s'ils sont en bio, ils vont le vendre un peu plus cher, donc ça peut compenser un peu. C'est pour ça que la bio est plus chère, hein. C'est pour compenser les distorsions de concurrence dont ils sont victimes et le fait qu'ils ne sont pas soutenus par l'État, ou pas assez, pas en proportion de leur rapport écologique. Euh, et donc il y a des distorsions de concurrence au détriment des systèmes vertueux. Donc la seule façon de compenser ça, c'est de vendre un peu plus cher. Et ça, c'est pas satisfaisant à grande échelle. Ça va bien pour ceux qui peuvent se permettre de payer plus cher, mais c'est pas accessible à tout le monde, donc c'est pas soutenable à long terme. Mais bon, au moins aujourd'hui, ça peut fonctionner un peu. Et puis, même sans passer forcément en bio, déjà en passant à l'herbe, ce que font ces éleveurs, c'est qu'ils vont acheter beaucoup moins de produits extérieurs, voire pas du tout. Et donc, les économies qu'ils font en achetant plus d'engrais, en achetant surtout plus de soja, eh bien, c'est compensé par le fait qu'ils vont vendre moins de lait. Et en fait, ils arrivent économiquement à s'en sortir avec des systèmes qu'on appelle économes et autonomes. En porc et volaille, s'il n'y a pas de soutien d'État par un plan de conversion, c'est quasiment impossible. Et en élevage allaitant, comme je disais tout à l'heure, comme en Limousin, c'est difficile aussi s'il n'y a pas un support d'État, parce qu'aujourd'hui, c'est moins rentable de garder des jeunes et de les engraisser sur place que d'avoir des vaches mères et de vendre les jeunes en Italie. Donc, c'est des choses qu'il faut faire évoluer de façon plus globale. Et donc, là, j'en arrive rapidement au dernier point pour passer ensuite au stade des questions. Euh, c'est que pour tout ça, enfin, j'ai déjà un peu abordé le sujet, pour que ça évolue vers des systèmes plus vertueux, eh bien, il y a besoin de changer un certain nombre de choses. Il y a besoin, dans le cas des porcs et des volailles, d'un plan de reconversion. Ça veut dire, par exemple, racheter les actifs morts. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle c'est tous les gros bâtiments d'élevage qui sont surdimensionnés et qui sont, de toute façon, sur un élevage qui est intenable.
euh, il y a ces phénomènes enfin, comptables, d'amortissement, etc. Et de dire, ben, on va les racheter aux agriculteurs, aux personnes concernées. Et à la place, ben, on va réinstaller des petits ateliers en très petit nombre, à l'herbe, enfin, où ils sortent dehors, etc., dans la Beauce. Et ben, figurez-vous que de faire ça, ça coûterait moins cher que de compenser les problèmes de pollution liés à ces élevages. Donc c'est tout à fait rentable, mais ça demande un plan de l'État. Ça ne peut pas être fait par les éleveurs eux-mêmes, par définition. Euh, il faut qu'on se mobilise. Il y a, à défaut d'avoir un système qui est celui qu'on souhaite, eh ben, il faut qu'on pousse pour qu'il change. Parce que typiquement, les aides de la politique agricole commune aujourd'hui sont favorables à l'agriculture industrielle, pas aux agricultures alternatives. Si vous prenez les gens qui sont en système herbagé en Bretagne ou qui sont en bio, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas touché leurs aides liées à leurs mesures environnementales ou à la bio, alors que l'État, Attal avait promis que les agriculteurs, suite aux mobilisations de l'hiver, toucheraient toutes leurs aides avant le 15 mars. Ah oui, les aides du premier pilier de la politique agricole commune liées à l'agriculture productiviste industrielle, elles ont été touchées avant le 15 mars. Les aides environnementales et la bio, elles n'ont toujours pas été touchées. Et ça, c'est vraiment un truc de fond. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix industriel qui a été fait. Et aujourd'hui, si on veut que les aides changent, que les aides soutiennent l'agroécologie et pas l'agriculture industrielle, il faut faire changer les politiques publiques. Et pour ça, ça passe par plein de choses. Ça passe par de la guérilla. La guérilla du type, les mobilisations auxquelles beaucoup d'entre vous ont participé, contre le décret pour les élevages industriels, contre la ferme des 3000 bovins, autrefois contre la ferme des 1000 vaches ou d'autres projets. Ça peut marcher. La ferme des 1000 vaches, ça a pris des années de bagarres, de mobilisation, de pétitions, de manifs, de recours juridiques, de nouveaux recours juridiques, etc. Et on a fini par gagner. Et donc, c'est patient, c'est long, il faut qu'on soit tous ensemble. Il ne faut pas qu'on laisse les riverains se mobiliser tout seuls. Il faut que des gens d'autres régions les soutiennent, montrent qu'il y a un soutien. Et pour la ferme des 3000 bovins, je peux vous dire que ça a été très important qu'il y ait une bonne mobilisation à notre demande, parce que ça leur a permis de se sentir beaucoup moins seuls et c'est très important. Et voilà, donc il y a ces actions de guérilla juridique, réglementaire et puis de faire masse. Puis il y a aussi essayer de faire changer les politiques. Et ça, faire changer les politiques publiques, c'est notamment le vote, hein. On peut être sceptique sur certains éléments du vote, mais il faut reconnaître que, bah, oui, l'Europe est un lieu où se décident beaucoup de choses. Les élections européennes qui ont lieu le 9 juin, c'est un moment très important. Et il faut le dire parce que c'est un élément de choix qui est important, je pense, pour vous. Il faut que vous sachiez que sur les questions écologistes en général et sur l'agriculture en particulier, alors sur l'aspect écolo en général, il y a un collègue à Agir pour l'environnement qui a fait une analyse plus fine qui aurait peut-être des nuances par rapport à ce que je vais vous dire là, mais sur l'agriculture, c'est très très clair, c'est vraiment à 100%, c'est très très clair. L'extrême droite, que ce soit RN ou les Zémouristes, il n'y en a pas beaucoup au Parlement européen, mais l'extrême droite a à 100% voté contre l'écologie, à 100% voté pour l'élevage industriel, pour les pesticides, etc. Donc, si vous voulez sortir de ces systèmes-là, vous savez pour qui il ne faut pas voter. Euh, la droite classique, LR, a également voté, je dirais, à 99%. À 100%, à part quelques francs-tireurs ponctuellement, mais leurs consignes ont toujours été dans le même sens. Et ensemble, la droite, c'est-à-dire le PPE au niveau européen et l'extrême droite, ont sabordé toutes les mesures environnementales en agriculture ces derniers mois. Mais c'est fulgurant. C'est éclatant, cinglant. Après, vous avez de l'autre côté deux. Comme ça, je vous laisse le choix, hein, je vous oriente pas. Vous avez le choix. Et vous avez la gauche, c'est-à-dire notamment c'est le groupe qui regroupe LFI et les communistes pour ce qui est la France, et puis les Verts, les écologistes, qui ont systématiquement voté pour les mesures environnementales en agriculture, à 100%. Alors pour le PC, pas toujours à 100%, mais sinon les autres à 100%. Euh, et puis, au milieu, enfin, vous avez les groupes socialistes, Génération, Glucksmann, etc., qui ont voté quasiment toujours pour l'écologie en agriculture. Quasiment. Pas à 100%, mais beaucoup quand même, il faut être clair. Et puis, vous avez Renaissance, enfin Renew au niveau Europe, Renaissance pour la France. Alors là, c'est, allez, je dirais à 80% contre l'écologie en agriculture. Et puis parfois quelques bonnes surprises. Il faut rendre grâce au fait que quelques personnes de Renaissance en France ont parfois soutenu l'agroécologie, comme notamment Pascal Canfin. Mais ils restent très minoritaires dans leur camp. Globalement, ils ont quand même voté pour le démantèlement de la PAC.
pas des mesures environnementales dans la PAC. Voilà. Et ben voilà, faut le savoir. Ça fait partie des éléments à savoir. Maintenant, je ne vais pas poursuivre parce que j'ai été long. Je pense que j'ai balayé les choses essentielles. L'important désormais, c'est que je réponde à vos interrogations. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait les milieux aquatiques et les poissons. Alors, j'avoue que je dois vous dire que je connais beaucoup moins bien ce domaine-là. De ce que j'en sais, il y a aussi les lapins que j'ai pas cités. J'aurais pu les citer parce que les lapins, c'est aussi un mode d'élevage qui est abominable, absolument abominable, hein, il faut le savoir. Pour les milieux aquatiques, aujourd'hui, c'est aussi un vrai problème. À ma connaissance, c'est des conditions avec beaucoup d'antibiotiques, et puis c'est une pression sur la ressource, en fait, parce que les poissons qu'on consomme en Europe sont des poissons carnivores. En Asie, c'est pas forcément le cas. Ou en Afrique, il y a des habitudes culturelles de consommer des poissons entre guillemets herbivores, qui vont se nourrir du plancton, etc. Du phytoplancton, etc. En Europe, les poissons qu'on aime manger, c'est des poissons qui se nourrissent eux-mêmes d'autres poissons. Et donc, pour nourrir les poissons d'élevage, bah, on fait de la pêche industrielle de poissons herbivores. Donc, on est dans la même logique, en fait. Donc, globalement, je ne connais pas les détails, mais je sais que, il y a les mêmes problèmes, globalement. Euh, alors, quelqu'un dit une vache, voire deux par hectare paraît très faible. En fait, deux vaches par hectare, c'est déjà énorme, hein. Même aujourd'hui. Enfin, les systèmes vraiment industriels ferme-usine, on est à plus. Mais les systèmes semi-industriels, type de l'élevage laitier breton, on est à deux vaches par hectare. Et donc, si, il faut descendre vraiment en dessous de deux. En fait, UGB, ce qu'on appelle un UGB, pour être précis, c'est unité de gros bovin. Ça correspond à une vache et son veau. Une vache, ou alors une vache laitière en pleine production. Ça constitue un UGB. Et en fait, il faudrait être en dessous d'1,5 UGB. Au-dessus d'1,5 UGB, ça devient problématique. Entre 1,5 et 2, on peut tenir. Mais ça devient techniquement plus compliqué quand même. Au-dessus de 2, c'est vraiment trop. Mais quand la personne dit la France, est-ce que la France, enfin, comment maintenir la production de viande nécessaire? Je vous disais tout à l'heure, si on raisonne non pas production de viande, mais qu'on raisonne de quelle surface on dispose, on a des surfaces en herbe, combien est-ce qu'on peut nourrir de vaches, de moutons, de chèvres sur ces surfaces en herbe? Combien est-ce qu'on peut nourrir de porcs et de volailles dans des petits ateliers complémentaires des systèmes de culture ou de maraîchage? Je n'ai pas évoqué ça, mais les porcs et les volailles peuvent aussi se nourrir des sous-produits de maraîchage. Et puis donc des issues de treillage des cultures. Et d'ailleurs, c'était ça autrefois, hein. Quand les fermes de polyculture élevage avaient un ou deux porcs et quelques volailles, ils mangeaient les déchets. C'est le seul système cohérent pour les porcs et les volailles. Et donc, si on fait ce genre de système, qu'on se base d'abord sur l'écologie et l'agronomie, on aura beaucoup moins de viande, beaucoup moins de lait. Eh bien, figurez-vous que les calculs qui ont été faits notamment par l'IDRI, un bureau d'études d'agronomes, ou par Solagro, via donc Solagro a publié une modélisation qui s'appelle AFTER 2050, et l'IDRI, ça s'appelle TIFA, TYFA, pour 10 Years for Agroecology in Europe. Dans les deux cas, ils voient ce que pourrait faire une transition agroécologique. Alors, pour AFTER 2050, c'est en France, et pour TIFA, c'est pour l'Europe. Dans les deux cas, leur conclusion, c'est que en se basant sur un schéma comme je viens de vous présenter, on a encore trop de lait et trop de viande par rapport aux recommandations du programme national nutrition santé. Donc de toute façon, on n'a pas de problème. En faisant ce que je viens de vous dire, on n'a aucun problème pour avoir assez de viande et de lait par rapport aux recommandations carnivores, enfin aux recommandations des gens qui ne promeuvent pas le végétarisme. Alors, pour ensuite si on fait cette transition pour avoir, parce qu'il y a la question pour que ce soit économiquement viable, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit économiquement viable? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend l'agriculture bio, par exemple, qui est le modèle le plus abouti de transition agroécologique, euh, ça serait tout à fait économiquement viable si on intégrait au coût des aliments les pollutions. Euh, Aujourd'hui, enfin, il y a eu une étude il y a une dizaine d'années faite par le Commissariat général au développement durable qui a montré que si on regarde les pollutions agricoles de l'eau, parce qu'avant on n'avait que des calculs des pollutions de l'eau en général, pas seulement agricoles. Et donc en 2011, en fait, ils ont sorti une première étude, ils l'ont actualisée en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Euh, Ils ont fait une étude pour calculer les pollutions strictement agricoles de l'eau. Leur conclusion, c'est que ça coûte entre 800 et 2000 euros à l'hectare dans les bassins versants,
entre 800 et 2000 euros par hectare pour dépolluer les pollutions agricoles de l'eau. Si vous connaissez un petit peu les coûts agricoles, les coûts à l'hectare de l'agriculture, franchement, si on donnait simplement 800 euros par hectare à tous les agriculteurs pour qu'ils passent en bio, non seulement ils se jetteraient dessus, mais la bio serait moins chère que chez Lidl. Ça veut dire que rien que si on prend que l'eau, l'intégration du coût pour la collectivité des pratiques polluantes rendrait la bio moins chère que le conventionnel. Pourquoi est-ce que c'est plus cher? C'est parce que ça n'est pas pris en compte. Si je prends aussi l'élevage laitier dont je vous parlais tout à l'heure en Bretagne, il y a eu un remembrement dans les années 60-70, c'est-à-dire un regroupement des parcelles avec suppression des haies, etc. Mais les fermes ont continué à s'agrandir. Donc aujourd'hui, les fermes d'élevage, elles ont des terres qui sont très loin du corps de ferme, c'est-à-dire de l'endroit où il y a les vaches. Mais les vaches laitières, par définition, on les traite le matin, on les traite le soir. Donc on ne peut pas les amener très loin de la ferme. Et donc, c'est pour ça qu'elles restent pâturées sur des prairies à proximité. Et au bout d'un moment, elles n'ont plus de quoi manger, de toute façon. Donc on leur apporte des céréales et du soja. Euh, eh bien, les parcelles qui sont éloignées, on ne sait pas quoi faire d'autre que du maïs puisqu'elles sont trop éloignées pour y amener des vaches. Euh, et elles sont cultivées. Donc qu'est-ce que font les éleveurs? Bah, ils y vont en tracteur. Le tracteur, il passe par des routes pour aller de la ferme jusqu'aux parcelles éloignées. Eh bien, la principale cause d'usure des routes en Ille-et-Vilaine, c'est les tracteurs des éleveurs. Ils payent la réparation des routes. C'est pas les éleveurs, c'est l'impôt. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont jamais comptées euh, et qui évidemment changent complètement la donne. Si on demandait aux éleveurs de payer leur utilisation des routes, bah, la rentabilité serait plus la même. Ils n'auraient peut-être pas intérêt à s'agrandir. Économiquement, ça basculerait complètement le seuil, les choix en fait. Les choix économiques ne seraient plus les mêmes. Les aides de la politique agricole commune orientent des choix économiques, etc. Donc en fait, pour que ces systèmes soient économiquement viables, il suffirait juste de rétablir la réalité des prix en tenant compte de l'environnement. Ça, c'est des politiques publiques. Ça demande un choix de politique publique. À défaut, on se débrouille comme on peut. À défaut, les paysans bio euh, vendent leurs produits un peu plus cher pour compenser ces distorsions de concurrence. À défaut, il y a des systèmes quand même qui se mettent en place entre des paysans bio et des associations pour fournir des aliments bio à des gens qui n'ont pas les moyens de les acheter. Notamment en Nord-Pas-de-Calais, dans la région de Marseille, etc. Il y a des quartiers populaires qui ont organisé des systèmes d'accès à des aliments bio via des systèmes solidaires. Mais ça, c'est du pis-aller. C'est de la solidarité. Ça devrait pas être aux citoyens de faire ça. Ça devrait être le système qui le permet. Alors, tiens, l'exemple que je viens de donner sur la Bretagne permet de répondre à la question suivante sur les seuils optimums de dimension d'élevage. La notion de seuil optimum, c'est très intéressant parce que ça dépend complètement des conditions de production. Si vous prenez un élevage en Australie, où vous avez des animaux qui sont dans un système quasiment, enfin, qui se rapprochent finalement des grands troupeaux d'herbivores migrateurs sauvages qu'il y avait autrefois en Europe. Ben, c'est des systèmes où naturellement, enfin, c'était des grands troupeaux gigantesques. Il n'y avait pas d'humains, hein, c'était pas un truc humain, hein. Et donc, avoir des grands troupeaux de plusieurs milliers de vaches qui vont migrer, se déplacer sur des surfaces énormes, c'est pas forcément aberrant écologiquement. Et si on a des systèmes de parcs de traite mobiles, ça peut le faire. Mais en Bretagne, où on n'est pas du tout dans le même système, dans le même écosystème, dans le même agro-écosystème, euh, et où la traite se fait sur des points fixes, ben, le seuil optimal, il devrait être calculé par rapport à la distance où on peut emmener les vaches pour pouvoir les ramener le soir. Dans la journée, le matin, vous trayez les vaches, le soir, vous trayez les vaches. Entre les deux, vous les amenez jusqu'à une certaine distance. Puis au-delà d'une certaine distance, ben, vous n'aurez pas le temps de les ramener le soir. Et puis, elles n'auront pas le temps de pâturer entre-temps. Donc, ça vous donne une distance maximale par rapport au corps de ferme qui reste cohérent dans une journée. Euh, et une fois que vous avez cette distance, ben, vous pouvez calculer selon la qualité du sol, selon la topographie, combien de vaches vous pouvez mettre sur cette surface. Vous faites un cercle et vous voyez combien de vaches vous pouvez nourrir sur cette surface de façon cohérente. Ça va pas être la même taille selon les endroits, hein. La richesse de l'herbe n'est pas la même, la topographie n'est pas la même. Mais je dirais globalement, allez, je vais dire en élevage laitier, c'est entre 50 et 100 vaches. En gros, au-delà de 100 vaches laitières, je connais pas d'endroit en France où ça serait écologiquement cohérent. Mais vous pouvez après avoir plusieurs corps de ferme différents et une ferme unique avec plusieurs corps de ferme différents, pourquoi pas, hein. Des systèmes avec 10 agriculteurs qui se partagent un territoire avec des systèmes complémentaires de l'élevage des cultures, etc. Là, ça peut être des fermes de 500 hectares, pourquoi pas? De 1000 hectares, pourquoi pas?
Mais si c'est 1000 hectares avec 15 agriculteurs dessus, c'est pas la même chose que 200 hectares avec un seul éleveur. Euh, alors, afin d'appréhender la faisabilité, a-t-on projeté la transition avec une diminution de la taille des élevages? Bah ça, d'une certaine manière, ça avait dû être mis avant que je parle des études IDRI ou TIFA. Enfin, TIFA, c'est IDRI, justement, ou After 2050. Justement, on a des études, hein, donc TIFA, T-Y-F-A, ou After 2050, A-F apostrophe TER, T-E, 2 R E, 2050. Là, on a vraiment eu des modélisations de ce genre d'évolution, de faisabilité, hein, et, euh, et là, on se rend compte. Alors, il y aura besoin de plus de main-d'œuvre. Parce que, forcément, comme je vous dis, si vous avez moins de vaches par ferme, ou par site en tout cas, que vous êtes cohérent sur des systèmes à l'herbe, etc., vous allez avoir moins de taille par atelier, vous allez avoir besoin de plus de main-d'œuvre par animaux. Mais c'est très important. Typiquement, un des éléments qui aussi permet de mesurer l'optimum d'un élevage, c'est vrai aussi pour une culture, mais là on parle d'élevage, ça va être l'observabilité. Enfin, le terme, je viens d'inventer le terme qui est très moche, mais est-ce qu'on peut observer les animaux? C'est-à-dire qu'on a besoin, euh, pour avoir un élevage ou des cultures qui soient menées de façon écologique, on a besoin d'avoir une observation par l'agriculteur fréquente. Il faut que l'agriculteur il puisse passer dans le troupeau, il puisse observer l'état des animaux, parce que si on ne veut pas avoir une armada de produits chimiques pour traiter les animaux, si on ne veut pas avoir des conditions d'élevage abominables, on est obligé d'anticiper. Et donc, pour anticiper, il faut voir les animaux quand ils commencent à être malades. Et donc, il faut passer les voir tous les jours. Donc ça forcément, ça limite le nombre d'animaux parce que une personne, avec tout le boulot qu'elle a à faire dans la journée, si elle doit passer 1 heure ou deux tous les matins à faire le tour de la ferme. C'est ce que font les éleveurs bio, hein, souvent, ils vont passer 1 heure ou deux à faire le tour, hein. En plus, bon, c'est un truc qui rend l'élevage assez sympa dans ces cas-là parce que on est en plein air, on regarde les animaux, on est vraiment en lien avec eux, on établit une relation, etc. Mais forcément, on peut pas avoir trop d'animaux, quoi. Alors, l'alimentation bio est-elle vraiment très chère? Est-ce que c'est plutôt l'alimentation industrielle? Bah voilà, cette question-là, j'y ai répondu, hein. C'est clair que c'est l'alimentation industrielle qui a ses prix réduits, mais on peut dire aussi que la bio, parce qu'après, la question du coût des aliments, est-ce que c'est la bio qui est trop chère ou est-ce que c'est le conventionnel qui est pas assez cher? Ça, c'est un choix de société. De dire à quel niveau est-ce qu'on définit le prix qui reste à payer aux consommateurs et à quel niveau on définit ce qui est pris en charge par les collectivités pour rétablir de la justice sociale, ça, c'est un choix politique. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse demander à ce que tout le prix des aliments soit payé par le consommateur final. Ça, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé comme ça. Dans les sociétés rurales d'autrefois, les agriculteurs rendaient énormément de services à la société et la société rendait les services aux agriculteurs et c'était des échanges non marchands. Tout ne passait pas dans le prix. Donc si aujourd'hui il faut que tout passe dans le prix, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est normal qu'il y ait un retour. Alors, en l'occurrence, maintenant, il doit être financier parce qu'on n'est plus dans un système non marchand. Euh, mais il est normal qu'il y ait un retour collectif aussi, via des subventions de la politique agricole commune, via des aides locales. Je pense dans l'élevage, typiquement à l'herbe, avec du bocage, donc avec des prairies de pas grande taille et des haies et des arbres autour, on a besoin d'entretenir ces haies. L'entretien des haies, c'est un des gros problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, dans les mesures qui ont été annoncées par Attal euh, pour, euh, pour répondre prétendument à la grogne des agriculteurs, en fait, la grogne des agriculteurs, c'est qu'ils demandent à mieux gagner leur vie. Et la réponse du gouvernement, c'est on supprime les normes environnementales, ce qui n'est pas du tout ce que les éleveurs ont demandé. À part certains de la coordination rurale, mais bon, la coordination rurale, on sait qui c'est un syndicat qui est proche de l'extrême droite et qui est très clairement anti-écolo et qui est dans une logique totalement cynique et industrielle. Mais donc la demande, elle n'était pas ça. Mais bon, voilà, ils ont pris ces mesures et notamment ils veulent simplifier l'entretien des haies, le fait de couper les haies, etc. Mais en fait, la réponse au problème des haies, c'est pas ça. Oui, les agriculteurs ont du mal à entretenir les haies, mais c'est tout simplement parce que ça demande beaucoup de temps. Quand on a beaucoup de haies, ça demande du temps. Quand on a un petit élevage, on peut le faire. Quand on a un gros élevage, on peut plus. Donc réduisons la taille des élevages, ça sera déjà plus facile pour les agriculteurs de gérer l'entretien des haies. Et puis on peut très bien avoir des communes qui vont acheter du matériel d'entretien, donc des machines qui vont permettre d'entretenir les haies, et de, par exemple, transformer les déchets des haies en copeaux ou en BRF, qui vont pouvoir être utilisés soit pour servir à chauffer, soit pour servir à couvrir les sols, notamment dans les fermes de maraîchage, etc. Et ce genre d'équipement, il peut très bien être pris en charge par les collectivités et partagé par les agriculteurs de la commune. Ça fait partie des retours
qui vont réduire les prix finalement, qui vont réduire les coûts à l'arrivée. Donc pour moi, c'est un panachage. Il faut panacher le prix, bien sûr, parce qu'il faut que le prix représente quelque chose qui a un sens, mais aussi des aides. C'est normal qu'il y ait des aides, à mon avis. Euh, alors ensuite, voilà, bah, quelqu'un dit il faut de la viande de meilleure qualité et beaucoup moins de viande et de lait. Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que vous avez raison de souligner l'aspect qualité. C'est-à-dire que quand je soulignais que pour avoir une meilleure protection de l'environnement, pour maintenir des prairies, pour maintenir du bocage, pour arrêter d'avoir des apports de protéines, donc de nitrates supérieurs à ce que le territoire peut encaisser, etc., il faut beaucoup moins d'animaux. Mais c'est vrai qu'une des conséquences, c'est aussi qu'on aura de la viande et du lait de bien meilleure qualité. Je ne l'avais pas dit et c'est important de le souligner. Une viande, des animaux qui sont engraissés dans des systèmes naisseurs-engraisseurs, donc et non plus dans des fermes-usines, des animaux qui sont engraissés à l'herbe de façon écologique, vont avoir une croissance de viande très lente. Ça veut dire qu'on va avoir une viande qui va être persillée, avec le gras interstitiel au lieu d'avoir la viande d'un côté et le gras de l'autre. Et donc c'est une viande bien meilleure. Donc vraiment, on est gagnant sur tous les tableaux. En plus, elle est meilleure d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue organoleptique. Alors, oui, quelqu'un évoque pour en Australie le fait que les éleveurs vont surveiller leurs bêtes en hélicoptère. Non, bien sûr, hein, je ne dis pas que le système australien est parfait, hein. Je dis simplement que les données du problème ne sont pas les mêmes. Après, il y a d'autres données du problème qui peuvent être problématiques, mais on peut arriver à avoir des systèmes avec 3000 vaches dans des systèmes extensifs qui ne sont pas forcément aberrants. On avait d'ailleurs en Europe des systèmes de moutons avec des grands troupeaux de moutons migrateurs en été qui vont dans les estives ou dans les alpages. Moi, ma famille était une famille d'éleveurs de moutons pauvres de Lozère, très pauvres puisque mon grand-père était berger sans terre, donc je sais ce qu'est l'agriculture paysanne, lumpenprolétariat, hein, c'était pas l'agriculture industrielle. Mais dans ces systèmes-là, on avait des regroupements de troupeaux pendant les moments où on les emmenait sur les alpages ou les estives. Écologiquement, c'était pas mal, hein. Ça entretenait des milieux ouverts dans les montagnes, permettant notamment le développement d'un certain nombre d'animaux, dont le grand tétras et autres, hein, qui ont besoin de milieux semi-ouverts. Et donc, s'il n'y a pas de moutons qui y passent, ça va faire baisser la biodiversité de ces milieux. Donc, il faut qu'il y ait des moutons qui y aillent si on veut garder une biodiversité riche. Et c'était des très grands troupeaux temporaires. Donc voilà, c'est des systèmes qui peuvent fonctionner. Et bien sûr, évidemment, ils ne sont pas idéaux en soi. Et si c'est pour passer en hélicoptère, bien sûr, surtout pas. Euh, alors, je reviens sur les milieux aquatiques. Il y avait une question sur les milieux aquatiques. Les modes de vie dans ces milieux. Oui, alors il y a manque de connaissances. Moi, personnellement, je manque de connaissances sur les milieux aquatiques, hein, sur l'élevage aquatique. Il y a des gens qui connaissent bien ça, hein, cela dit, les besoins, mais ce qui est sûr, c'est que les milieux côtiers, par exemple, puisque une des alternatives à l'élevage, enfin, comment dire, les piscicultures sont quelquefois pas mal en rivière aujourd'hui, mais on pourrait avoir des piscicultures côtières, et le saumon, par exemple, c'est une pisciculture en eau maritime. Euh, les milieux côtiers sont des milieux très particuliers, très fragiles en plus. Et donc, c'est là où, en plus, les pollutions de l'eau par les nitrates sont particulièrement problématiques. Voilà, je ne peux pas trop plus développer là-dessus, parce que j'avoue que c'est un peu une de mes limites de compétences. Euh, alors, quelqu'un dit, le souci, c'est que ces systèmes doivent être déployés dans toute l'Europe simultanément parce que les échanges marchands continueront. Euh, oui et non. Oui et non. Faut pas minimiser les marges de manœuvre dont on dispose. Bien sûr que je suis d'accord sur le fait que pour l'essentiel, plus on va faire les changements à grande échelle, plus c'est facile. Ça, c'est vrai, bien sûr, hein. Et il faut essayer de mettre en place au maximum la notion de mesure miroir. C'est-à-dire que ce qu'on impose chez nous, il faut l'imposer aux importations. Et donc, euh, ma réponse à cette question est en partie oui. Il faut une part de protectionnisme. Le protectionnisme en agriculture ne doit surtout pas être vu comme un repli sur soi ou comme un égoïsme. Il s'agit de permettre à chaque société d'assurer ses propres choix agricoles et alimentaires. C'est très important. La vraie notion de souveraineté alimentaire, c'est ça, hein. C'est pas du souverainisme. Aujourd'hui, ce qu'en fait le gouvernement français, il est en train de dévoyer la notion de souveraineté alimentaire en faisant du souverainisme alimentaire. Une vision chauvine où on serait meilleur que les autres. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Une vision de protectionnisme
égoïste, xénophobe, et où en gros on veut continuer à exporter mais on veut plus importer. Non, ça marche pas non plus. La souveraineté alimentaire, c'est une notion qui a été inventée par la Via Campesina. La Via Campesina, c'est un syndicat international de paysans, dont un des membres fondateurs est la Confédération paysanne en France. Et ça regroupe des millions, des dizaines de millions de paysans, même je crois que c'est des centaines de millions de paysans à travers le monde. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, à Via Campesina, le nombre d'adhérents, ça doit être plusieurs centaines de millions. C'est un des plus gros syndicats de l'histoire de l'humanité. Euh, et c'est des paysans qui défendent l'idée que la souveraineté alimentaire, c'est chacun. C'est-à-dire que chaque société doit avoir le choix de définir ses objectifs alimentaires, ses objectifs agricoles par rapport à son territoire. Donc c'est bien la société, c'est pas que les agriculteurs. C'est chaque société humaine doit pouvoir définir ses objectifs, sa gestion du territoire et son agriculture. Donc c'est une notion d'autonomie, c'est une notion de maîtrise des choix. C'est pas une notion d'autarcie, de repli sur soi, c'est une notion d'autonomie, c'est-à-dire de maîtrise des choix. Très différent l'autarcie et l'autonomie, hein. Quand on apprend un enfant à être autonome, on lui apprend pas à vivre tout seul au milieu des bois. On lui apprend, ça serait l'autarcie. Quand on apprend à un enfant à être autonome, on lui apprend à être maître de ses choix. Ben, en agriculture, l'autonomie, c'est pareil. Et la souveraineté alimentaire, c'est l'autonomie à l'échelle des sociétés. Ça peut être à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, ça peut être à l'échelle de l'Union européenne, ça peut être à l'échelle de la Bretagne, ça peut être à l'échelle des Dogons. Enfin voilà, il y a différentes échelles qui peuvent s'encastrer. Euh, et donc, dans ce sens-là, du protectionnisme, mais à condition que tout le monde y ait droit, c'est-à-dire c'est pas nous qui nous protégeons des autres, c'est bien chaque pays, y compris les pays du Sud, vont protéger leurs choix par rapport à la prédation du système capitaliste néolibéral. Et à partir du moment où on a ce système de protection mutuelle, c'est tout à fait équitable et effectivement, il en faut une part. Pour autant, ça n'empêche pas de commencer à avancer à notre niveau et les systèmes autonomes ou économes en Bretagne et les systèmes bio de manière générale montrent qu'on peut quand même commencer déjà à avancer sans attendre que ça soit fait à une échelle plus large. Euh, Après, manger autrement, oui. Je vais finir là-dessus, parce que je crois, Clara, tu me diras si j'ai oublié une question, mais sinon, si j'en ai pas oublié, alors ah oui, si je vois l'intérêt, d'où l'intérêt de voter aux Unions européennes, aux élections européennes, oui, voilà, complètement. Je suis bien d'accord. Pour finir sur la question précédente, oui, il faut euh, quand même, plus on va travailler à une échelle large, mieux c'est. Et l'échelle européenne est une très bonne échelle pour l'agriculture, puisque c'est l'échelle où a été construite la politique agricole commune. Il faut savoir qu'à l'époque, moi je le sais de première main, puisque je le sais d'une discussion avec Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture emblématique de De Gaulle, qui a fait la révolution agricole en France et qui est l'inventeur de la politique agricole commune. Et il m'a dit, texto, que la politique agricole commune a été inventée parce que De Gaulle voulait une contrepartie. Il acceptait de construire l'Europe qu'à la condition qu'il y ait un domaine qui permette de rapporter de l'argent à la France. C'est-à-dire que là, il craignait que l'Allemagne ne soit le grand vainqueur, parce que il restait quand même très anti-allemand, hein, De Gaulle, et il craignait que l'Allemagne ne tire les marrons du feu de l'Union européenne, et il voulait qu'il y ait un domaine économique qui rapporte de l'argent à la France. Et Pisani a suggéré l'agriculture. Ah oui, très bien, on va faire ça, et voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer, la politique agricole commune, elle a été quand même faite de façon cynique pour permettre à la France de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est aussi quand même l'outil où on peut faire des actions agricoles, donc il faut le faire. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut travailler le plus. Quelqu'un souligne la nécessité de plus de blocage, de bocage, non pas de blocage, mais de bocage et de haies, voilà, pour plein de raisons, biodiversité, la qualité des sols, et donc ça permet effectivement d'éviter les pesticides et les engrais. Enfin, c'était un peu un filigrane de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, le fait de ramener de l'élevage dans les zones de grande culture permet d'arrêter d'importer de l'engrais, on va faire l'engrais à partir des fumiers et des composts, et aussi des légumineuses, parce que fumier et compost ne suffirait pas. Il faut aussi ramener ce qu'on appelle les légumineuses, c'est-à-dire c'est des plantes qui captent l'azote de l'air. C'est ce qui fait les légumes secs notamment. Mais c'est aussi ce qui fait les aliments complémentaires pour le bétail. Donc tout ça, ça fonctionne bien. On va manger moins de viande, on va manger plus de légumes secs, on aura des légumineuses, voilà, tout ça, ça fonctionne bien. Et donc, pour revenir sur le dernier point avant, voilà, je voulais conclure, je crois que c'était la dernière question à laquelle je n'avais pas répondu. Grand travail à faire pour apprendre aux gens, particulièrement ceux peu aisés, à manger autrement. Oui, mais là-dessus, il y a des très beaux bouquins. Il y a notamment une journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Mangeons les riches, je crois, qui, euh, qui, qui aborde un peu ce sujet-là. Et puis, il y a un sociologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle Où va l'argent des pauvres?
Et dans les deux cas, ils ont la même approche qui est très, très bien connue en sociologie. J'ai oublié de préciser que je suis aussi anthropologue, donc je connais un peu ce monde-là. Euh, qui est que, en fait, les pauvres sont tenus, enfin, les gens qui ont peu de moyens, ça sert pas à grand-chose de faire la leçon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le fait que les gens consacrent peu d'argent à l'alimentation, ça a toujours été le cas, hein. Pauvres ou riches, de toute façon, les riches consacrent aussi très peu de leurs moyens à l'alimentation, finalement. Euh, on a toujours consacré un tiers du budget aux loisirs, hein, c'est normal. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on consacre trop de budget au logement. Ça, c'est une rupture totale par rapport à autrefois. Le coût du logement a augmenté de façon considérable et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'inflation. Donc, c'est un non-dit absolu, c'est un angle mort des problèmes économiques actuels. Euh, et en fait, il faut donner surtout donner aux gens les moyens de choisir ce qu'ils veulent. C'est pas tellement les éduquer en disant vous savez pas bien vous nourrir, c'est de leur donner les moyens de choisir. Et c'est là où leur donner l'accès à des alimentations variées, c'est beaucoup plus important que de leur donner des recettes de cuisine en fait. Même si, bien sûr, hein, donner des recettes de cuisine, montrer que manger végétarien, ça peut être super festif, c'est des choses qui sont importantes aussi, bien sûr, hein. C'est des combinaisons de plein de choses. Mais là, ça, c'est un peu un autre sujet. Je vais pas avoir le temps d'entrer dans, dans ce sujet-là, puisqu'on est en train de déborder. Donc, et oui, quelqu'un souligne l'expérience de la sécurité sociale de l'alimentation. Bien sûr, très bien de citer ça. C'est vraiment le débouché de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'élément clé peut-être à développer aujourd'hui, c'est la notion de sécurité sociale de l'alimentation pour avoir un filet de sécurité de qualité alimentaire pour tout le monde, indépendamment des revenus, mais qui soit pas culpabilisant, qui soit bien une notion de bien commun et de solidarité entre les personnes qui ont les moyens et celles qui n'en ont pas, de bien être conscient que l'alimentation doit être un droit et non pas un luxe. Voilà, je crois qu'on a fait quand même le tour de l'essentiel des questions. Il y a toujours plein de choses qu'on pourrait aborder, mais on a dit qu'on vous lâchait à 8 heures, donc comme il est 8 heures passées, il faut conclure. Euh, Juste, je vous signale juste, je passe un petit instant très très rapidement, euh, 2 secondes, pour vous dire que j'ai écrit un certain nombre de bouquins, donc n'hésitez pas à les lire, hein. Notamment, là, il y a au milieu Demain dans la Terre, c'est une bande dessinée qui raconte la transition écologique d'un agriculteur à travers les questions qui se posent. C'est une fiction. Et puis tout un tas de bouquins plus scientifiques, plus complexes que vous pouvez lire sans problème pour creuser les sujets. Et notamment, il y aura l'an prochain, enfin en février prochain, un bouquin sur l'agriculture industrielle publié en coédition avec Agir pour l'environnement et Rue de l'Échiquier, qui abordera la question de l'agriculture industrielle, dont notamment la question de l'élevage industriel. Et Agir pour l'environnement va continuer à publier des documents sur le sujet. Donc suivez tout ça et notamment à vous mobiliser. Je conclue quand même là-dessus. Sur la ferme des 3000 bovins, sur d'autres projets industriels, d'agriculture industrielle qui arrivent, sur la nécessité de transférer l'élevage des zones d'élevage vers des zones de culture. Sur tous ces sujets-là, il va y avoir plein de choses d'Agir pour l'environnement dans les mois qui viennent. Donc restez à l'affût. Enfin, puis d'autres assos aussi, hein, mais en l'occurrence, nous, on va faire des choses. Donc restez à l'affût, consultez notre site de temps en temps. Et je vous invite à soutenir ces actions au maximum quand vous le pouvez, chacun selon ses moyens, bien sûr. Merci à tout le monde pour votre patience et votre écoute. Je laisse Clara conclure s'il y a besoin. Donc, en effet, merci à tous. J'espère que vous m'entendez encore. Donc, comme je vous disais dans le chat, on va vous envoyer l'enregistrement ainsi que un mail avec un formulaire pour que vous puissiez donner votre avis sur le webinaire, parce que du coup, ça va nous permettre à nous d'avoir vos retours et de nous améliorer si besoin. Voilà, en espérant que ce webinaire a été intéressant et que vous avez appris des choses. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.